Alors, troisième et dernière vidéo pour résumer de manière préliminaire les œuvres en début d'année. Peut-être que nous reviendrons sur ces résumés et que nous modifierons les textes, mais pour le moment, c'est ce qui me semble important à retenir. Pour résumer l'œuvre de Svetlana Alexievitch, La supplication, chronique du monde après l'Apocalypse, je choisirai deux verbes, supplier et témoigner. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ces deux verbes? C'est qu'on peut constater, certes, dans ce livre, que l'idéologie officielle et l'idéologie peuvent renforcer le groupe et peuvent le galvaniser autour de slogans forts, comme ceux de la propagande communiste soviétique. Mais à terme, lorsque des accidents en révèlent les failles, cela peut conduire à l'effritement du mythe de l'État-providence et à la perte de la foi en Dieu, à la perte de la foi dans les valeurs collectives, et cela peut rompre la confiance en ce qui devrait protéger l'individu. Donc ça, c'est le point de départ, à mon avis, à retenir, le premier point pour Svetlana Alexievitch. De fait, en effet, second point, l'individu est seul face à la catastrophe qu'il vit, avec ses émotions, et il les vit sans les comprendre, hébété. Donc cette incompréhension qui est la sienne est caractéristique de tous les témoignages de Svetlana Alexievitch. Toute théorie abstraite, toute science, toute parole paraît alors inefficace, creuse, vaine. Toute consolation ne porte pas. On reconnaît chez les témoins de Svetlana Alexievitch le sentiment d'ineffabilité, d'indicibilité de ce qui est vécu et d'incompréhension profonde qui nous met face à l'impuissance des victimes face au danger absolu que représente la force atomique. Donc une force d'extermination absolue. Donc ça, ce sont les deux premiers points à relever. Toutefois, on ne s'arrête pas là, bien sûr, parce qu'il y a des points positifs qui peuvent permettre de regagner la force de vivre. Tout d'abord, la soumission à un collectif peut apparaître toutefois quand même comme une force, c'est-à-dire une source d'héroïsme, de fierté véritable. Le nationalisme, le patriotisme, l'esprit de corps peuvent nourrir un esprit de sacrifice qui permet de tenir tête, donc de faire front dans l'adversité de manière collective. Et cela est indéniable, on voit bien des individus s'engager, corps perdu, pour sauver des vies. Quatrième point, on peut souligner l'intérêt du témoignage, donc il peut soulager également. Il vaut mieux se souvenir qu'oublier les morts, bien que la question se pose pour les survivants. La force du témoignage authentique est sans équivalent, car elle va dire l'injustice et elle va réparer les mensonges d'État et les fautes morales qui ont été commises en permettant une forme de pardon et de mea culpa. Parler vrai soulage les différents individus qui se reconnaissent une part de responsabilité totale ou partielle dans les événements. Et même si c'est source de confusion chez eux, cette prise de parole, elle les soulage d'une forme de souffrance. Et elle les sauvegarde d'une forme de folie. Alors, dernier point que je soulignerai, dans l'œuvre de Svetlana Alexievitch, l'homme découvre avec l'énergie atomique à la fois la force et la faiblesse de la technique et de la technologie, sa force et sa faiblesse également face aux autres animaux, donc par contraste, il a ce sentiment de culpabilité qui l'habite, et donc l'extrémité de la souffrance, c'est quand même la conclusion de l'ouvrage, donne envie à un grand nombre de protagonistes de se raccrocher à la religion en suppliant Dieu d'avoir pitié de leur vie. Mais en fait, le constat, c'est que la vie sur Terre pour ces survivants ressemble fort à l'Apocalypse. Donc on ne peut à la fin que faire l'histoire des larmes, faire le compte de souffrances d'enfants nés mal formés, etc., qui ne verront jamais une vie normale se déployer face à eux. Pour illustrer l'histoire officielle et l'idéologie, j'ai choisi de vous citer un passage de la page 84. Donc on aurait pu en trouver beaucoup pour illustrer cette ambivalence de l'idéologie qui à la fois renforce le groupe, le galvanise, mais aussi peut s'effriter quand la fausseté de cette idéologie ressort. Sur les bâtiments administratifs, des kolkhozes et les clubs des villages, il y avait encore des banderoles « Donnons du pain à la patrie »,« Gloire aux travailleurs des champs soviétiques »,« L'exploit du peuple est immortel ». Et ensuite, on revient à la réalité, des fosses communes abandonnées, une pierre fissurée avec des noms
capitaine Borodine, lieutenant-chef Intel, de simples soldats, des bardanes, des orties. Et donc on a une sorte de contraste entre les slogans en fait, de l'idéologie et puis en fait la réalité après la catastrophe de Tchernobyl. Pour le second point, le fait que l'individu soit seul avec toutes ses émotions et qu'il ait le sentiment de la vanité de toute théorie et même de tout témoignage, on peut citer de nombreux passages, mais j'ai choisi donc la page 27, où cette petite fille naît, mais finalement ne va pas pouvoir vivre longtemps. On me la montra, une petite fille, dit la maman. Natatchenka lui dis-je, papa t'a appelé Natacha, donc son père est déjà mort. À première vue, c'était un bébé sain, des bras, des jambes, mais elle avait une cirrhose, 28 Röntgen dans le foie, malformation cardiaque congénitale. 4 heures plus tard, on m'a annoncé que ma fille était morte. Et de nouveau, il est impossible de vous la rendre. Comment? Vous n'allez pas me la rendre? C'est moi qui ne vous la rendrai pas. Vous voulez me la prendre pour la science et je hais votre science. Je la hais. D'abord, elle me l'a pris, lui, et maintenant, elle veut encore. Je ne la donnerai pas. Je l'enterrerai moi-même, à côté de lui. Silence. Donc là, on voit, non, ce ne sont pas les vraies paroles, non pas les vraies, etc. Après une hémorragie cérébrale, je ne peux pas crier ni pleurer. Voilà pourquoi ce ne sont pas les vraies paroles, mais je vais vous dire, personne ne le sait. Lorsque j'ai refusé de leur donner ma fille, notre fille, ils m'ont apporté une boîte en bois. Elle est là, j'ai regardé, on l'avait emmaillotée dans des langes, alors j'ai pleuré. Installez-la à ses pieds, dites que c'est notre Natatchenka. Donc là, on voit cette souffrance nue, des émotions nues, toute parole apparaît complètement inutile, la science apparaît pauvre et n'a plus aucune force, à part destructrice et inhumaine. Page 30, on peut également souligner l'indicible face à l'horreur. Ils meurent, mais personne ne les a véritablement interrogés sur ce que nous avons vécu. Les gens n'ont pas envie d'entendre parler de la mort, de l'horrible, mais moi je vous ai parlé d'amour, de comment j'aimais. Donc là il y a la question de savoir ce qu'il faut dire et comment en fait cette voix n'est pas forcément entendue, n'est pas forcément audible, puisque les gens ne veulent pas entendre parler de Tchernobyl. Et page 31, il s'est produit un événement pour lequel nous n'avons ni système de représentation, ni analogie, ni expérience. Donc là, finalement, il y a quelque chose qui est inouï, qui nous laisse dans une forme d'incompréhension et d'impuissance. Une impuissance qui se voit aussi, page 91. Donc je cite encore un dernier passage. Pour l'instant, elle ne comprend pas, dit une mère en parlant de son enfant qui est né sans vagin, sans anus et donc sans possibilité de vivre une vie normale. Mais un jour, elle nous demandera pourquoi elle n'est pas comme tout le monde, pourquoi aucun homme ne pourra l'aimer, pourquoi elle ne pourra pas avoir d'enfant, pourquoi elle ne connaîtra jamais ce que connaissent les papillons, les oiseaux, tout le monde sauf elle. Je voulais. Il me fallait trouver des preuves, obtenir des documents pour qu'en grandissant, elle sache que ce n'était pas notre faute, à mon mari et à moi, que ce n'est pas la faute de notre amour. Elle s'efforce encore de retenir ses larmes. J'ai lutté pendant 4 ans contre les médecins, contre les fonctionnaires. J'ai frappé aux portes de gens bien placés. Cela m'a pris 4 ans pour obtenir un certificat qui confirmerait le lien entre des petites doses de radiation ionisante et sa terrible maladie. Pendant ces 4 années, on me le refusait. Les malformations de votre fille sont congénitales, elle est invalide de naissance. Mais de quoi parlait-il? Elle est invalide de Tchernobyl. J'ai étudié mon arbre généalogique, on n'a jamais eu ce type de pathologie dans la famille. Donc elle est victime en fait du silence des autorités et elle est totalement incomprise et elle pense que sa jeune fille, elle ne pourra pas non plus comprendre ce qui s'est passé. Alors donc, sinon, du côté de la force que la soumission à un collectif peut apporter et à la force que la participation au nationalisme, au patriotisme, à l'esprit de corps peut apporter, on peut revenir aux pages 98 et 99, on voit cet héroïsme lorsque des hommes arrivent à mettre le drapeau en fait, sur le bâtiment de Tchernobyl. Mais vaincre qui? L'atome, la physique, l'univers? Chez nous, la victoire n'est pas un événement, mais un processus. La vie est une lutte. Il faut toujours surmonter quelque chose. C'est de là que vient notre amour pour les inondations, les incendies, les tempêtes. Nous avons besoin de lieux pour manifester du courage et de l'héroïsme. Il le met entre guillemets. Un lieu pour y planter un drapeau. Il est un peu moqueur en fait aussi, il prend ses distances par rapport
à cet état d'esprit soviétique. Le Zampoli qui nous lisait des articles qui parlaient de conscience élevée et de bonne organisation, du drapeau rouge qui flottait au-dessus du 4e réacteur quelques jours après la catastrophe. Il flamboyait au propre. Un mois plus tard, il était rongé par la radiation. Alors on a ici un nouveau drapeau et un mois plus tard, un 3e. J'ai essayé de me représenter mentalement ces soldats qui grimpaient sur le toit, des condamnés à mort, le culte païen soviétique, me direz-vous? Un sacrifice humain? Mais à l'époque, si on m'avait donné ce drapeau, j'y serais allée moi-même. Je suis incapable de vous expliquer pourquoi je ne craignais pas la mort. Donc là, on voit ces terrorismes sans faille qui donnent une force indéniablement à ceux qui vont faire des actes surérogatoires, c'est-à-dire aller au-delà de ce qui peut être rationnellement exigé d'un soldat ou d'un homme pour sa patrie. Donc on voit également la distance qu'il prend par rapport à ce drapeau qui finit rongé par les radiations. Pour la question de savoir s'il vaut mieux se souvenir ou oublier, donc une question récurrente, et la force du témoignage, on peut citer la page 93 où justement le protagoniste qui parle se demande s'il doit se souvenir ou oublier et finit par raconter comment il a souffert de visions et comment il les a transformées en formules fantastiques pour se débarrasser de la hantise. Et donc il dit « J'ai longtemps souffert de cette vision et j'ai même essayé d'en tirer une nouvelle. » On voit qu'il faut qu'il se libère de visions en témoignant. « J'imaginais ce qui se passerait dans 100 ans. Un homme mutant saute en se propulsant sur ses longues pattes arrière, aux genoux retournés. Dans la nuit, il voit clairement avec son 3e œil. » Donc il est carrément dans la science-fiction. « Et sa seule oreille sur la nuque entend même la course d'une fourmi. Et à part ces êtres et les fourmis, tout ce qui était vivant sur la terre et dans le ciel était mort. J'ai envoyé mon texte à une revue. Et on m'a répondu que ce n'était pas une œuvre littéraire, mais le récit d'un cauchemar nocturne. Bien sûr, je n'ai pas assez de talent, mais je crois qu'il y avait une autre raison. Je me demande pourquoi on écrit si peu sur Tchernobyl, pourquoi nos écrivains continuent-ils à parler de la guerre, des camps, et se taisent sur cela, est-ce un hasard? Je crois que si nous avions vaincu Tchernobyl, il y aurait plus de textes. » Donc il dit la force en fait de la parole pour essayer de se libérer de la confusion dans laquelle nagent ceux qui sont entre cauchemar et réalité. Pour le dernier point, à savoir le fait de se raccrocher donc à la religion, etc., et de trouver finalement une consolation dans la supplication, et finalement l'histoire des larmes qui se libère en fait à travers cet ouvrage. J'ai choisi la page 227. J'étais à l'hôpital, j'avais tellement mal. Je demandais à maman, « Maman, je ne peux plus le supporter. Tue-moi plutôt. » Donc on voit qu'ils se mettent finalement à prier, donc comme ultime solution. Grand-mère nous a enfermés dans la cave, elle s'est mise à genoux pour prier. Elle nous a dit « Priez, c'est la fin du monde, c'est la punition divine pour nos péchés. » Donc il y a une sorte d'interprétation biblique en fait de ce qui arrive, et une tentation de se replier dans une forme ultime qui est la supplication, la lamentation lancinante. Et donc cette histoire des larmes que nous livre Svetlana Alexievitch dans cet ouvrage. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que ces vidéos vous ont aidé à repérer des citations clés, surtout des thèmes décisifs pour vos dissertations.